Je salue très respectueusement tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont déterminés à participer à un travail qu'on espère fécond. Parce qu'on a vu trop de réunions ne jamais aboutir à des choses concrètes. Là, visiblement, autour de la table, il y a un état d'esprit qui est positif, je le sens d'un peu partout. Je salue cet état d'esprit. Je salue prioritairement, et je tiens à rendre hommage à ceux qui ont pris l'initiative de ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui est éminemment légitime. Éminemment légitime. Après, je suis en droit de m'interroger sur le périmètre de cette réunion et de nos réflexions. Est-ce qu'il s'agit simplement de vie chère dans l'alimentaire? Ou est-ce que la vie chère ne va pas au-delà de l'alimentaire? Les transports aériens, c'est la vie chère. Les pièces détachées auto, c'est la vie chère. Très chère, trop chère. Les abonnements téléphoniques, numériques, c'est la vie très chère. Donc j'espère que ce débat, s'il est circonscrit aux questions de l'alimentaire, ne va pas faire de nous, ne va pas donner de nous l'image d'un peuple tube digestif exclusivement. Parce que nous sommes beaucoup plus que des tubes digestifs. Je voudrais aussi insister sur une idée. Il faut arrêter de diaboliser l'octroi de mer. L'octroi de mer n'est pas la source essentielle de la vie chère, contrairement au discours ambiant, à ce qu'on veut laisser entendre. Je rappelle tout simplement qu'en 2009, l'une des orientations qui avait été prise après la grève, c'était une baisse de l'octroi de mer. Et cette baisse de l'octroi de mer, elle a provoqué une crise des finances des collectivités, notamment des communes. Mais elle s'est accompagnée d'un mouvement inflationniste. Donc il n'y a pas de relation automatique entre baisse de l'octroi de mer, diabolisée, dans le discours de l'État, et baisse des prix. Ça, c'est un premier point. D'ailleurs, c'est bien le gouvernement français qui a commandité un rapport FERDI, Fondation d'études et de recherche pour le développement international, qui a instillé cette idée que l'octroi de mer sera la cause de tous les maux dans nos territoires. Et je rappelle que ce rapport FERDI concluait en disant, avec une conclusion qui donne foi dans le dos, en disant tout simplement que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion n'ont pas vocation à être des territoires de production, mais à être des territoires caddies. Rien d'autre que des pousseurs de caddies. Ce n'est pas une alternative qui nous sied. Je voudrais aussi dire que nos solutions, les solutions qu'on doit porter aujourd'hui, nous en avons la responsabilité, doivent être des solutions durables, pérennes. Pas des solutions pour nos yeux, pas des solutions éphémères, pas des solutions ouais ou pas ouais. Et c'est ça tout l'enjeu de nos travaux. Ne pas provoquer une déception supplémentaire. Parce que je peux vous assurer que la désespérance, elle est en train de frapper à nos portes. Et chaque fois qu'il y a désespérance, il y a violence. J'en profite pour dire que on doit condamner toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Je n'ai pas envie que mon pays se transforme en zone de non-droit où des enfants sont armés lourdement. Des enfants sont armés avec des armes qu'on trouve en Ukraine. Donc, la gangstérisation de tout mouvement, ça doit être condamné.
Mais de la même manière, avec la même détermination, la solution en termes de répression exclusive ne saurait être une réponse acceptable de la part de l'État. Et à ce propos, l'envoi de la CRS 8 en Martinique, c'est un très mauvais signal. Cette CRS 8 qui est mise en question, qui est mise en cause, y compris en France. Parce que ce sont des gens qui sont recrutés sous la base de leur volonté d'en découdre. D'en découdre. Depuis 1959, il n'y a pas de CRS en Martinique. Et lorsqu'on est préfet en Martinique, lorsqu'on représente l'État en Martinique, même si on est de passage, on doit s'imprégner de l'histoire des territoires, de la souffrance de ces territoires, de ce qui s'est passé. C'est ce qui conditionne le présent. Donc, je tiens à dire que nous sommes opposés à ces solutions en termes de répression systématique de personnes qui se dressent contre des injustices, de personnes qui se dressent contre des injustices. Et j'espère que la réponse de l'État n'est pas seulement celle-là. Parce que lorsqu'on observe que le budget des Outre-mer est censé être diminué, restreint pour cette année 2024-2025 de 200 millions d'euros, il y a de quoi se poser des questions sur la prise en compte véritable de nos problématiques. Je tiens enfin à excuser mon collègue Marcelin Nadeau, qui est bloqué au prêcheur ce matin, qui fera le maximum pour nous rejoindre en cours de travaux. Et je terminerai en disant que la vie chère, c'est aussi la misère. Et que la question des revenus doit être au centre de nos propositions et de nos propos. Il n'est pas normal que l'État reconnaisse la réalité de la vie chère pour les fonctionnaires, c'est fondé, et que cette réalité de la vie chère-là ne soit pas reconnue par l'État pour les salariés du privé, mais aussi pour les bénéficiaires des minima sociaux. Parce que la vie est chère pour tout le monde. C'est pas normal que des gens qui vivent avec des retraites de 200, 300 euros soient soumises aux mêmes conditions de vie extrêmement chères dans nos territoires. Tous ces éléments, ils sont posés sur la table comme des éléments de réflexion qui doivent aboutir à des propositions concrètes, pragmatiques, pour la résolution durable de cette question. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Donc, je passe la parole à ceux qui souhaitent prendre la parole.